Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue au Salon avant le salon, avenue.ca. C'est notre 7e édition du salon et c'est ce soir le 40e rendez-vous avenue.ca depuis notre lancement. Le temps passe vite. Merci d'être au rendez-vous. Je me présente, Françoise Genet, directrice et rédactrice en chef d'avenue.ca et j'espère que vous passerez une très belle soirée, mais on a une brochette d'invités extraordinaires et sous la gouverne de Claudia Larochelle, ça va être très intéressant. Vous l'avez vu en intro, Avenue.ca est un magazine web où on ne parle pas de recettes, de beauté ou de maquillage, mais de plein de sujets qui vous interpellent autour de la qualité de vie. Vous ne le savez peut-être pas, mais Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC qui, avec 550 000 membres, est la plus grande association de personnes de plus de 50 ans en Amérique, en fait au Canada. Alors, on les salue bien bas. Avenue.ca, c'est aussi les rendez-vous avenue.ca, des soirées qu'on espère ludiques, intéressantes, autour de thèmes comme le voyage, la dégustation, l'inspiration ou, comme ce soir, la culture. Je commence à vous parler d'encore de la soirée, du déroulement de cette soirée qui promet. Nous avons donc 2 tables rondes. La première table ronde réunit Francine Ruel, Hugo Meunier et Christian Gay-Poliquin. Ils vont s'entretenir avec Claudia Larochelle et à la fin de cette table ronde, nous allons procéder au premier tirage. Je vous rappelle aussi que nous diffusons en direct de la très belle librairie Monet à Montréal qui nous reçoit pour la 5e année consécutive. On les apprécie vraiment beaucoup. Alors, donc, les tirages. Deuxième tirage à la fin de la soirée, plusieurs prix. Le premier La première séance de tirage, après la première table ronde, nous allons faire tirer un bouquet des 6 livres de la soirée. Donc les 6 livres dont on parle ce soir pour un seul chanceux, c'est très agréable et on va faire tirer 2 autres de ces bouquets à la fin de la soirée. Aussi, en tirage, 5 paires de billets électroniques, une gracieuseté du Salon du livre de Montréal, qui nous fait toujours un clin d'œil à chaque année pour notre salon avant le salon. Et ce soir, comme c'est le 40e rendez-vous avenue.ca, dans la deuxième série de tirages, il y aura une carte cadeau de 40 chez les libraires.ca que vous pouvez utiliser un peu partout au Québec, en librairie ou en ligne. Voilà. Je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'assister à un de nos rendez-vous, que pour pouvoir être admissible à nos tirages, vous devez absolument aller poster un petit commentaire dans l'espace prévu à cette fin sur le Facebook Live pour que notre système automatisé vous reconnaisse. Ça n'a pas besoin d'être long. Dites-nous d'où vous nous écoutez ou ce que vous pensez de la soirée. Bref, commentez. Je rappelle aussi que la librairie Monet offre à ceux qui sont dans la région métropolitaine ou qui s'adonneront à y passer un rabais de 10 sur un achat de 100 en librairie ou de 30 sur un achat de 200 mais en librairie. Pour pouvoir profiter de ce rabais, vous allez à l'adresse qui défile dans le bas de l'écran au cours de la soirée, librairiemonet.com /promo avenue avec un S pour avoir le modus operandi pour obtenir votre code promo. Donc, voilà, à la fin de la soirée, encore après les premiers tirages, je m'excuse, je m'enfarge dans mes mots, je veux aller trop vite parce qu'il y a trop de matériel. Donc, après la première table ronde, Claudia s'assoira cette fois avec Arlette Cousture, Alain Farah et Catherine Perrin pour une deuxième table ronde. À la suite de cette table ronde, nous procéderons au dernier tirage de la soirée, c'est-à-dire 2 autres bouquets des 6 livres de la soirée, 5 paires de billets pour le salon avant le salon et la carte cadeau dont je parlais de 40 au libraire.ca. Donc, ça fait un peu le tour. Je sais que je vous en ai dit beaucoup. On va le répéter dans la soirée. Regardez, c'est écrit aussi dans le bas de votre écran. Et surtout, n'oubliez pas d'aller commenter. Alors, je vous souhaite surtout de passer un excellent salon avant le salon avec nous. Je n'ai pas du tout d'inquiétude car on est entre de très bonnes mains, celle de Claudia Larochelle que je vais vous présenter à l'instant. Bon, quoi qu'elle se passe peut-être de présentation, mais enfin. À la barre pendant 5 ans de l'émission Lire sur Art TV, chroniqueuse, livre sur les ondes de Radio-Canada et dans divers médias, Claudia signe les chroniques Société et culture, bouquinées avec Claudia Larochelle sur avenue.ca. Auteure de plusieurs ouvrages,
et de livres jeunesse avec sa collection La Doudou, dont le prochain titre, La Doudou qui avait attrapé des poux, sera en librairie dès demain. On vous la montre à l'écran à l'instant, tout à fait, voilà. Alors, Claudia Larochelle est certes une passionnée de littérature, c'est une experte incontestée. Alors, Claudia, ton plateau. Bonne soirée. Merci François. D'abord, François, je dois dire que je suis épatée. Sans télésouffleur, moi, depuis le début, je regarde tout ça aller. François, notre chef, sans télésouffleur, je ne sais pas comment faire pour se rappeler de tout ça. Et moi, je dis mes hommages. Bravo. Je pratique dans ma douche. Wow! OK, moi, je ne serais jamais arrivée. Alors, merci et bravo pour cette présentation-là. C'est un honneur de travailler avec toi et pour avenue.ca. Et c'est un honneur aussi d'animer ce 7e salon avant le salon. C'est mon 6e, le 6e que j'anime. Il y en a un où je donnais naissance. Alors, voilà, j'étais là donc depuis les tout débuts d'avenue.ca. Et je pense honnêtement que c'est le salon avant le salon qui me rend le plus fébrile, le plus excitée de revoir mes pairs, de revoir les gens, les écrivaines, les écrivains que j'estime qui sont là. Je pense que de les revoir en vrai après ces périodes d'incertitude, de confinement, il y a quelque chose de très, très excitant de les retrouver. Je pense que ces retrouvailles-là sont précieuses et j'imagine que ça va peut-être, vous allez pouvoir en profiter aussi à la maison, je l'espère du moins, parce que les statistiques l'ont prouvé, les données l'ont prouvé. Durant la pandémie, il n'y a jamais eu autant de ventes en ligne, en librairie. Il y a eu un nombre incroyable de fréquentations aussi récemment en librairie. Les livres de nos autrices et de nos auteurs québécois ont connu une augmentation incroyable. Et c'est pas pour rien, je pense. Puis ça, on va en parler aussi. Je pense que lire, le livre, la lecture est devenu une sorte de soupape. C'est devenu une forme de consolation pour certains. Oui, il y a eu aussi l'aspect divertissement qui était là en marge de cette passion pour la lecture, mais il y a eu aussi inévitablement une consolation. Certains sont allés retrouver comme une forme de complicité à travers les écrivains, les écrivaines, à travers les personnages aussi qu'on retrouve dans leurs livres. Il y a eu une envie aussi de se rapprocher peut-être de la pensée humaine, de la réflexion, de certains thèmes qui sont abordés à travers les livres, les romans de nos autrices et auteurs québécois. Donc, il y a eu ça de bon au moins depuis 2 ans. C'est le fait qu'on a salué le travail de nos écrivains et écrivaines d'ici, qu'on a salué la langue française aussi à travers leurs mots. Et au moins, ça me donne beaucoup d'espoir pour les temps futurs liés à la littérature québécoise. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci d'être avec nous. Puis, j'ai très, très hâte de vous donner la parole. Je vais commencer en disant, parce que j'ai trouvé cette citation de Milan Kundera qui, je trouve, illustre bien le sujet qui porte sur les personnages notamment. Milan Kundera écrivait « Le roman est une méditation sur l'existence vue au travers de personnages imaginaires. » Et je me suis dit, c'est vrai qu'à travers les personnages, on va souvent chercher des appuis, des réflexions, des réponses à nos questions, une sorte d'apaisement aussi, de consolation, comme je le disais précédemment, par rapport à des écueils de l'existence, par rapport à des chocs ou des traumas qu'on vit. Alors, on va parler beaucoup des personnages, des livres de nos auteurs et autrices présentes. Et je commence, sans plus tarder, en vous présentant Francine Ruel. Francine, j'ai le droit de la tutoyer, elle me le dit. Alors, on ne s'offusque pas, je la tutoie. Elle est née une journée avant moi en plus, donc j'ai encore plus le droit de la tutoyer. Et quelques années avant toi. Oh, mais ça, je ne l'ai pas dit. Hein? Alors, tu es née le 14 avril à Québec. Tu te consacres depuis plus de 50 ans à l'écriture, au jeu et à l'enseignement. Parce qu'en plus de ta carrière de comédienne, tu as touché à tous les types d'écriture pour la télévision, dans des émissions notamment pour les enfants. Minute Moumoute, Du soleil à 5 scènes, Pop Citrouille, j'étais une fan finie de Pop Citrouille, Court-circuit et dans des dramatiques pour le théâtre, sans compter une participation à la pièce Brou. Pour le cinéma, pour la chanson, participation à des textes pour Louise Forestier, pour Marie-Claire Séguin, Marie-Carmen. Et en littérature, tu as d'abord signé 2 romans jeunesse, des graffitis à suivre et Mon père et moi, et 2 contes pour tous. Tu as également publié 2 recueils de chroniques parus dans le quotidien Le Soleil, Plaisir partagé et d'autres plaisirs partagés,
et plusieurs romans aussi, dont ta fameuse saga du bonheur qui s'est vendue à près de 150 000 exemplaires. C'est quand même pas banal au Québec de vendre 150 000 exemplaires d'un titre. Bravo. Véritable best-seller au Québec aussi. Anna et l'enfant vieillard s'est vendu à 58 000 exemplaires. Et là, ça doit continuer de monter. Là, j'ai perdu le décompte. En 2020, il y a eu Le bonheur est passé par ici. Puis tout récemment, Le promeneur de chèvres. Il est ici, juste devant toi. Et c'est paru chez Libre Expression, dans lequel est question de Gilles, amoché par les pandémies, recueilli par le vieux Henri qui l'a aperçu au journal télévisé alors qu'il se trouvait dans un campement. En désespoir de cause, Gilles, qui a perdu travail, logement, repère, va suivre le vieil homme dans sa petite ferme des Cantons de l'Est. Tiens, on y reviendra au Canton de l'Est aussi. Et c'est là que va renaître cet homme-là en promenant, entre autres, des chèvres. Et c'est une histoire d'amour entre un homme et son petit-fils. Une histoire qui prouve aussi que la passation des savoirs existe encore. Francine, merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Plaisir. D'abord, tu es radieuse, je dois le dire. Là. Merci. Vraiment, c'est intéressant de voir qu'après cette pandémie-là, on retrouve les êtres vivants, des êtres en chair et en os. En chair, pas mal. Bon. Mais tu sais, des êtres qui sont oui. là, qui sont allumés, qui sont brillants. Puis moi, je dois le dire, là, vous m'avez manqué profondément. Puis ce que vous avez écrit aussi, c'est le fun de pouvoir en parler, de dire aussi que ces livres-là sont nés souvent dans le confinement. Oui. Tu sais, c'est pas anodin, ça. Écrire dans une période de choc comme ça, parce qu'on est en trauma, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Comment est-ce que toi, Francine, tu t'en es sortie pour écrire, pour trouver ce moment-là, cette disponibilité-là mentale à travers ce choc-là, à travers ce questionnement-là qu'on a par rapport à la pandémie, pour écrire et donner naissance à ces personnages? Bien, c'est assez particulier parce que je pense que les auteurs, on passe notre vie en pandémie. Oui. On enlève notre pyjama de jour, puis on met notre de nuit, puis on met notre pyjama de jour, puis on est habillé en mou, puis on s'assoit sur une chaise, puis on voit personne, puis on est concentré, puis on écrit. Fait que la pandémie, je ne sais pas pour les autres auteurs, mais moi, c'est comme j'ai fait la même affaire que je faisais souvent. Bon, j'ai pas vu de monde, j'étais très triste de ne pas rencontrer les lecteurs parce que moi, je trouve ça très important. Plus que de recevoir du monde chez nous, ça, c'est ce qui m'a manqué le plus. Les salons du livre qui sont tombés, les conférences, les rencontres avec les lecteurs. Parce que les gens t'aiment, là. Oui. Francine, c'est fou, là. Quand moi, je te vois au Salon du livre, par exemple, de Montréal, je me rappelle, là, au stand de Libre Expression, il y a des kilomètres de fil à en faire rager les jaloux autour. J'ai commencé avec 3-4 personnes. Hein. J'ai commencé, mais c'est parce que je suis rendue c'est le 18e ouvrage que je fais, fait que c'est sûr que les cheveux blancs, il faut que ça serve à quelque chose un peu, OK, là? Parce que, regarde, je le prends ça. Je le prends pour... Alors, la pandémie, c'est très relatif. On est toujours en pandémie en tant qu'auteur, mais en même temps, moi, ce qui m'a affolée au début, c'est que pour une fois, j'avais du temps. Fait que d'habitude, je n'ai jamais, puis je dis non, il faut que j'écrive, Ouais. Mais là, j'en avais du temps. Mais les sujets ne viennent pas nécessairement parce qu'on a du temps. Alors, pour moi, ça a été comme, au début, j'étais incapable d'écrire. Je me disais, c'est fou, pour une fois que j'ai du temps, mais il n'y avait pas de sujet. J'hésitais entre 2 sujets, et comme j'ai fait Anna et l'enfant vieillard, qui est un sujet assez dense, j'essayais d'aller chercher quelque chose d'autre, mais je me disais, ça serait le fun de pouvoir être sorti de la pandémie, écrire un roman post-pandémie. Mais qu'est-ce que ça nous a fait aussi et qu'est-ce qui nous a changé? Et moi, j'ai réfléchi beaucoup pendant la pandémie à ces personnes qui ont disparu. Pour moi, ça a été un affolement, peut-être parce que je ne suis pas loin de ça, mais de dire, on disait tant de morts. Oui. Chaque jour, on avait le bilan. Mais il n'y avait pas de prénom, il n'y avait pas de nom. C'est comme des vieux, point. Tout le monde est pareil. Puis moi, je me disais, c'est fou. On parle de personnages, mais pour moi, ces gens-là ont une valeur formidable. Il y a du monde qui ont des passés exceptionnels, des présents formidables, mais c'est un vieux, poum, c'est pas grave. Et je disais, c'est pas vrai. Je vais aller chercher un personnage qu'on va aimer, qu'on va vouloir être avec lui le plus longtemps possible parce qu'il a un vécu, parce qu'il a eu une jeunesse, parce qu'il a été amoureux, parce qu'il a eu des métiers, parce qu'il a eu des enfants, parce qu'il a fait quelque chose de sa vie. Et c'est de ça que j'avais envie de parler. Bon, les chèvres sont venus
par la bande, mais c'était d'abord ce personnage-là qui était... Ils sont venus par l'agent, entre Ils sont autres. venus par mon agent On a littéraire, le même. pour je ne sais pas qu'il fait le ça. nommer Patrick Limbrugger, Allô, Patrick. qui a des chevaux, des poules, des oies et des chèvres, entre autres, qui va promener. Et il y en a fait une activité touristique parce que les gens disaient, on peut aller se promener avec toi, avec les chèvres. Et j'ai été curieuse de savoir qui il rencontrait. Ben, du monde ordinaire, mais du monde super intéressant. Puis du monde qui ont des choses à dire. Et je me disais, oh, la brochette de personnages formidables. Je peux aller en chercher, en inventer, en trouver. Comme a dit Patrick, ça ne fera pas un roman, juste ça. Fait que j'ai travaillé fort pour aller chercher et mon vieux monsieur et son petit-fils et la passation des savoirs qui, pour moi, est vraiment important dans la vie. Ah oui. Puis la passation des savoirs, on l'a aussi chez Christian Aiguier-Poliquin. Merci d'être là. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Christian, après Le fil des kilomètres, en 2013 et le succès international du roman Le poids de la neige, traduit dans plus de 15 langues, tu reviens avec un roman de marche dans lequel on suit la traversée en forêt d'un homme qui doit joindre sa famille dans un camp de chasse alors qu'il y a une panne d'électricité généralisée. Tiens, un autre trauma collectif, un autre choc. Et dans sa marche périlleuse, ce héros-là, dont on s'éprend instantanément, bien qu'il soit fait de... Il y a des petits défauts, il y a des petits... Mais on s'attache à cet homme-là quand même. Il y a des trucs qui sont pas clairs au départ. On sait pas trop. Est-ce que c'est un brigand, un criminel, un fou en liberté? Mais on s'éprend, lui, malgré tout. Puis au fil du temps, on apprend à le découvrir. Mais il va rencontrer Olio. Olio, c'est un jeune ado qui sort un peu de nulle part et qui va l'accompagner sur sa route. Alors, c'est pour ça que je parle de transmission, de passation des pouvoirs, du savoir aussi. Donc, il y a cet accompagnement-là, ce qui fait la richesse de ces personnages-là qui sont au cœur de ton histoire, Christian. Et c'est vraiment un duo incroyable. Ce duo-là que tu as inventé, on pourrait donner une suite à ça. On pourrait les faire vivre encore. Et tu m'en parlais en entrevue pour la revue Les Libraires, notamment, tu me disais, la première fois qu'on s'est parlé de ce livre-là, tu m'as dit, c'est un peu mon anti-Petit Prince. C'est un peu mon... Puis ça, c'est moi qui le dis, c'est pas toi qui le dis, mais c'est ton petit prince trash. Mais comment il est né? Pourquoi ce petit gars-là, tu as voulu le faire apparaître dans la vie de ce héros-là? Ben, j'ai un personnage, mon narrateur, c'est une narration au jeu, donc c'est à travers ses yeux qu'on a le récit. Puis tout le roman, c'est vraiment, on est dans proximité avec ce qu'il voit plus qu'avec ce qu'il pense. Donc, on est vraiment très près de de ses sens et de son sens d'observation surtout. Et c'est quelqu'un qui est le narrateur principal, qui est perdu, en fait, le narrateur, mon personnage principal, qui cherche ses repères et donc il veut retrouver sa famille. Et son objectif est clair. Et donc, pour ça, il doit traverser la forêt. Cependant, dans la forêt, un espace magique, des apparitions, arrive ce personnage-là, qui est un jeune homme perdu, mais qui n'est pas en détresse, loin de là. Et dans le fond, il va jouer un rôle incroyable auprès du personnage de mon protagoniste, en la mesure où il va agir comme révélateur. C'est une boussole. C'est une boussole qui déboussole. Oui. Le déboussolant de sa quête principale, de ses habitudes, de ses attentes, surtout envers lui-même, envers son propre périple, envers les autres. Hollywood vient mettre du sable dans tous les engrenages qu'il croyait bien huilés, toutes ses attentes, comme je disais. Donc, à partir de là, les réactions du personnage principal sont plus à fleur de peau, sont imprévisibles, et donc ça l'amène dans des zones émotives qui sont pour lui inattendues. Donc, ce personnage-là taciturne, dans le fond, je crois, mon protagoniste devient attachant dans la mesure où lui-même s'attache à un petit prince trash, c'est-à-dire à ce personnage-là qui est fourbe, qui est menteur, qui est voleur, mais très débrouillard, puis pas dénué non plus d'empathie, mais qui est extrêmement complexe et vif. Et donc, ça vient chambouler, en fait, toute sa conception et sa vision du monde. Il y a beaucoup d'esprit aussi, ce petit garçon-là. Puis, bon, évidemment, ce pas les deux seuls personnages qu'on va croiser dans cette histoire-là, parce qu'au fil de cette route-là, il y a d'autres apparitions, notamment 2 femmes que j'ai aimées profondément. Et Justel pourrait faire tout un roman aussi. 2 femmes qui sont vraiment, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui font peur, mais à certains égards, mais que j'ai trouvé savoureuses. Et d'autres personnages aussi qui arrivent, qui
qui sont surprenants, chacun à leur manière, puis qui vont aider cette boussole-là, en fait, la boussole des personnages à trouver le droit chemin. Donc, c'est vraiment... Puis ça aussi, on va y revenir parce que l'impact de ces personnages-là dans ton roman, mais probablement aussi dans ta vie, a été assez fondamental. Et Hugo Meunier pour Olivia Vendetta. Hugo, bonjour. Hugo. Allô? Merci, bonsoir d'être là. Merci d'être là. Tu es diplômé en littérature. Tu t'es spécialisé en journalisme d'immersion. Alors, il faut que tu m'expliques c'est quoi, le journalisme. C'est vivre la vie d'autres personnes gratuitement. Donc, Pas un peu comme être auteur aussi. Un peu. C'est plus payant le journaliste. Ah, d'accord. Oui, ça doit. Mais encore là. Oh, je m'embarque pas là-dedans. Oh, Bref, non, faut pas. c'est je personnifie, je fais d'autres choses, je le vis à travers des expériences journalistiques, la vie d'autrui un peu. J'essaie de le faire assez sérieusement, assez longuement, mais ça devient difficile en journaliste de faire long maintenant. Donc, j'ai eu la chance de faire pendant 3 mois responsable des surgelés dans un Walmart. Ça donne un Et j'ai fait un livre avec ça. Donc, j'ai fait des plus courtes immersions, mais moi, j'adore ça. C'est je pense, ce qui m'intéresse le plus dans le métier de journaliste. Oui, puis ça existe depuis longtemps. Nelly Bly, qui était une des premières. Une pionnière, une femme en plus, qui a fait le tour du monde en 180 jours pour imiter le fameux livre. Et elle a réussi son pari. Elle a été hospitalisée aussi dans un hôpital psychiatrique pour voir ce qui se passait. Puis c'est formidable ce livre-là. Je vous invite à le lire si jamais. Mais tu sais, c'est vrai. Donc, le journalisme d'investigation, pas d'investigation, mais d'immersion aussi, parce qu'il y a un peu des deux. C'est passionnant, puis on n'en a pas tant au Québec. Alors, merci d'être là. On se sent honoré d'avoir notre présence. Je suis en infiltration présentement dans votre soirée. C'est ça. Ça va que je suis un auteur. Alors, tu étais journaliste à la presse pendant une dizaine d'années. Tu as été directeur production et contenu numérique chez Québécois Média. Et nous, on s'est connus, Hugo et moi, je dois dire, dans la salle de rédaction du Journal de Montréal au début des années 2000, où on devait faire nos preuves à la dure. Oui, quand même. C'était une forme de journalisme d'immersion. Oui. Alors, ça, c'est un autre sujet. Tu as été aussi, et tu es en fait actuellement reporter pour Urbania, et on peut te voir sur Nouveau aussi. Hein? Tu as publié 2 ouvrages, on en parlait précédemment chez Luxe, Walmart, journal d'un associé, et Infiltré, Hugo Meunier, enquête sur la vie des vedettes québécoises. Une auto-infiltration, là, je suis rendu loin dans la démarche. OK. Et une nouvelle dans le collectif jeunesse, Oups, mauvaise fenêtre, ça c'est par au malin. Tu as fait paraître aussi à l'automne 2019 ton premier roman, Le Patron, ça c'était chez Stanké. Et ton deuxième roman, Olivia Vendetta, ça c'est ton deuxième roman, dans lequel on découvre Olivia. Olivia est de retour d'exil et elle renoue avec de vieux amis, mais surtout avec de douloureux souvenirs. Et ça se passe en marge d'un conventum qui souligne les 20 ans de la fin de son école secondaire. Ouais. Elle a d'ailleurs un plan pour enfin régler ses comptes. Puis il y a plein d'affaires dans ce roman-là. Si vous le lisez, vous allez comprendre, il y a une forme de la violence de l'adolescence. Il y a une forme même, c'est presque un roman d'apprentissage à certains égards. Il y a un voyage initiatique, c'est le récit d'une vengeance aussi. Il y a des hits des années 90 en trame sonore et j'imagine que c'est ce qui t'a accompagné peut-être dans la création. Tu pourras nous en parler. Mais moi, ce que je sais, parce qu'on s'en était un peu parlé brièvement parfois lors de discussions, ce personnage-là d'Olivia Vendetta, tu as eu du mal à lui donner naissance. Tu t'es questionné sur sa légitimité. Sur ta légitimité aussi d'aller explorer ce personnage. Pourquoi? C'est un euphémisme parce que mon personnage principal est une femme, donc est une femme trans. Et dans le contexte actuel, et moi, quand j'ai commencé à imaginer cette histoire-là, c'était vraiment... on dirait qu'on était moins peut-être pointu sur ces enjeux-là et il s'est passé l'évolution de la société sur ces questions-là et je me suis demandé si j'étais pas en train de commettre le pire impair qu'on puisse faire en tant qu'homme blanc cis, d'avoir un personnage principal qui est une femme trans. Donc, ça m'a forcé à faire mes devoirs et à avoir une démarche qui est plus journalistique, c'est-à-dire d'aller chercher une forme de consentement, ce que j'ai pas aimé non plus comme exercice. J'étais un peu pogné. En bon français, damn if you did, damn if you don't. Et je me suis mis à me documenter, à essayer de comprendre la réalité des femmes trans, mais je ne suis pas une femme trans, donc je suis un imposteur et j'ai pas voulu jouer trop pointu dans la transidentité. J'ai voulu l'effleurer. Je voulais que ça soit
une personnage trans, mais évidemment, je me sentais pas légitimé d'aborder ces questions-là de l'intérieur, c'est comment de vivre cette transformation-là et tout. Donc, j'ai évité cette espèce d'obstacle majeur-là. Je l'ai fait lire aussi par un comité de lecture sensible. Merci Claudia. Donc, on m'a appris l'existence de cette... Oui, c'est important d'avoir des comités de lecture sensible. Oui, mais je me sentais quand même mal parce que c'est Oui. comme si je demandais à des femmes trans de me donner une étente dessus, de me dire « OK, tu as le droit de le faire », alors que, de mon point de vue, ces femmes-là sont des femmes comme les autres. Donc, si je vais au bout de cette équation-là, est-ce que je ferais lire si j'ai un personnage de femme, à un moment donné, est-ce que je ferais lire à 4-5 femmes trier sur le volet mon livre pour avoir une approbation? Donc, je me sentais quand même mal de faire cette démarche-là. En même temps, je sentais que si je ne le faisais pas, je me mettais un peu dans la chenoute. Donc, je l'ai fait. Et à date, ça a passé. On ne t'a pas trop lancé de tomates. Pas du tout. Même plutôt des bonnes critiques. Oui, dithyrambique. Et même, j'ai quelques lectrices trans qui m'ont dit qu'ils l'avaient bien aimé. Donc, à date, je suis correct. Et je retiens mon souffle quand même à ce jour. Donc voilà, c'est une... non, mais c'est vraiment comme un moment qui est important pour toi, là, parce que tu avais ces craintes-là. Puis justement, on peut se poser ces questions-là de légitimité, jusqu'à quel point on peut aller parler de tel type de personnage, bien que ce personnage-là soit très éloigné de nous, de ce qu'on veut faire. Je suis allé avec une très, 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 très grande humilité parce que je ne m'y connais pas, donc je ne peux pas improviser. Et même, j'ai fait appel à des femmes trans au début qui m'ont découragé d'aller au bout de cette idée-là, d'avoir un personnage principal. Et ça m'a donné justement le coup de pied dans le derrière pour y aller, mais pour faire mes devoirs. Et je pense que le résultat est plutôt respectueux. Sauf que ce personnage-là était important pour moi parce que je suis allé 2 reprises en Inde et j'ai commencé à écrire ce livre-là en revenant d'un voyage en famille de 7 mois en Asie. Où tu as failli mourir. Où j'ai failli mourir notamment, mais j'ai tout lâché aussi pour faire ça. Et c'était la 2e fois que j'allais en Inde et je découvrais une communauté qui s'appelle les Hijra, qui est une communauté de femmes trans. Donc, qui sont... moi, je trouvais ça très, très paradoxal que cette communauté-là est très, très acceptée en Inde. Alors que tout est à faire, il y a encore le système de caste, ils sont en retard sur plein de niveaux, mais il y a une reconnaissance de ce 3e sexe-là, alors qu'ici, on est dans une société dite évoluée, on est à des années-lumière de retard sur la reconnaissance des femmes trans. Et moi, ça m'habitait beaucoup de voir que là-bas, il n'y a pas de problème, ils font partie des meubles et qu'ici, on est encore très, très novice là-dedans. Et je dois dire que j'ai été très, très content que mon livre sorte après les romans des autrices Gabrielle Bouliane-Tremblay et Chris Bergeron, parce que ça aurait été catastrophique que je sorte le premier roman avec un personnage principal trans. Donc, je trouve que le contexte était quand même placé pour sortir le mien, mais il s'est passé quelque chose entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et aujourd'hui. Une espèce d'éveil collectif au point d'un niveau littéraire. On a juste à penser au succès de Gabrielle Bouliane-Tremblay présentement. Donc, je me réjouis vraiment beaucoup de leur succès et je trouve que ça fait en sorte que le mien atterrit un peu mieux. On n'a jamais eu autant de romans aussi où il y avait des femmes, des hommes trans. Je pense aussi à La Désidérata de Marie-Hélène Poitras. C'est comme cette année, c'est une année charnière. Il y a quelque chose d'important qui se passe à travers ces personnages-là. Je me demandais, Christian ou Francine, est-ce que vous avez déjà été confrontés à cette question de légitimité par rapport au choix d'un personnage? Est-ce qu'un personnage vous a déjà confronté à ce désir d'être très, très crédible, clair par rapport à ça? Est-ce qu'il y a déjà eu ces questions-là, morales, éthiques? Moi, je dirais sur un aspect réaliste, c'est-à-dire que l'occupation professionnelle d'un personnage, parce que dans le fond, nous, comme auteurs, on ne fait que se travestir derrière la vie des autres, puis c'est parfois, on essaie d'embarquer dans leur logique, leur réseau de cohérence, ou qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils vivent. Cependant, c'est toujours bien d'avoir des gens, que ce soit d'un métier X ou Y, d'une expérience X ou Y, qui nous lisent, qu'on fait attention quand tu racontes ça, tu oublies tel détail important, parce que c'est ça qui fait le réalisme de tel truc, là, tu sais, si on marche longtemps, si on marche longtemps puis on n'a pas d'ampoule aux pieds, ça ne fonctionne pas, tu sais, c'est convenu de dire ça, mais c'est-à-dire que dans les détails, mon personnage qui était mécanicien, de refaire là certains bouts par un ami mécanicien, c'est nécessaire. Puis là, après ça, c'est pas de demander son approbation, mais c'est de voir si on peut s'assurer du réalisme pour pas que ça bloque, en fait, pour que la lecture soit cohérente et donc de respecter un certain ordre des choses dans la fiction, parce que la fiction parle du réel aussi, fictive soit-elle, tu sais, c'est ça.
Ouais, ce que tu as fait avec Patrick, notamment. Ben, j'ai fait mon livre de chevet cette année, Merci Monsieur Lamontagne, qui a écrit La poule à chair, la poule pondeuse et la chèvre laitière. C'était mon livre de chevet. J'ai passé à travers. J'étais là-dedans pendant l'hiver parce que tant qu'à parler de quelque chose, il faut que tu en parles, il faut qu'on arrive à te croire. Ouais. Ouais. Moi, je n'ai pas de recherchiste, pas parce que je n'ai pas confiance, mais parce qu'il y a des choses que d'instinct, je vais aller chercher, puis qu'on n'ira pas me le chercher. Dans un roman, j'avais mis un personnage, j'avais décidé d'écrire un roman, je connaissais ni mes personnages du passé, ni leur métier, rien. Fait que j'étais obligée d'aller fouiller, dont un personnage. Tu vas me dire pourquoi j'ai fait ça, mais en tout cas, il faisait de la plongée sous-marine. Il n'a jamais fait, moi. Fait que j'ai commencé à lire, mais tu sais, du copier-coller, personne ne va croire ça. Fait que j'ai trouvé un ami qui m'a donné un cours de plongée sous-marine pendant une fin de semaine. Fait que je savais au moins de quoi je parlais un peu. Et j'aime ça parce qu'il y a du monde qui me demande « ça fait combien d'années que tu fais de la plongée, toi? » Fait que j'ai fait « OK, c'est rentré. La matière est rentrée. » Mais c'est important, on ne peut pas faire autrement que d'aller chercher ça. J'ai assisté à des accouchements de chèvres parce que c'est fascinant. Et j'étais bien contente parce que mon spécialiste chèvre qui lisait en mesure, parce que je me disais, je suis d'un patate, je dis tout n'importe quoi. Quand tu traites, quelle main tu prends, comment tu fais ça? Je le décris. Il faut que tout le monde y croit, eux aussi. Et je les fais pleurer. Fait que j'ai fait OK, je suis correct. Je pense que l'accouchement de chèvre, c'est vrai je m'en approche beaucoup. Mais c'est fascinant de faire ça comme les auteurs. Moi, je pense que les auteurs, on n'a pas toutes les réponses, mais on a toutes les questions. Fait qu'on va y chercher, puis on s'approche d'un réel qui est bien, bien important. C'est pour ça que les gens, je pense que c'est pour ça que les lecteurs s'identifient à nos personnages, parce qu'ils y croient complètement. Il y a une madame qui m'a ostiné au téléphone pendant je ne sais pas combien de temps, parce qu'elle voulait avoir l'huile d'olive du mari d'Olivia. Elle me disait, c'est parce que vous ne voulez pas que je l'aie. Je disais, de quoi qu'elle me parle? J'ai comme compris. Je disais, parce qu'elle dit, ben oui, c'est votre mari. Je disais, bon, d'abord, je n'ai pas de mari. On va régler les affaires. Deux, t'as là. Elle me dit, vous ne voulez pas? Tout le monde m'en a parlé de l'huile d'olive de votre mari. Là, j'ai allumé. Je vais oui, il y a un personnage qui s'appelle Olivia Lamoureux, puis j'y ai donné un chum qui est importateur d'huile d'olive italienne. Bon, ben, elle dit, je le savais bien. Je dis, écoutez, madame, c'est un personnage dans un roman. Moi aussi, j'aimerais ça le rencontrer, ce gars-là, mais il n'existe pas, je l'ai inventé. Et elle a fermé le téléphone enragée en me disant, en tout cas, si vous le dites, elle n'a jamais voulu me croire. L'impact ça pour de la fiction est incroyable. Mais c'est formidable. Fait que tu dis, ça devait avoir l'air vrai, pour qu'elle y croit comme ça, puis qu'elle veuille acheter cette huile d'olive. Alors ça, c'est formidable pour un auteur mais de se rendre jusque-là, des fois. Ah, c'est fou, oui, cette espèce de crédibilité au point qu'on y croit, qu'on veut y avoir accès à cette fiction-là. Tu sais, on est avide de cette fiction-là. Puis Hugo, c'est un peu comme une job de journaliste aussi. Moi, je vois un lien entre l'auteur qui se travestit, en quelque sorte, qui devient si près de son sujet, qui se pose plein de questions parce qu'il n'y a pas de réponse. Et ce que tu fais dans ton journalisme d'immersion. Ben, tout à fait, ça m'aide énormément. Puis, tu sais, même les gens qui écrivent, qui n'ont pas ce background-là journalistique, je me dis qu'ils doivent faire quand même sensiblement le même exercice. Ce que tu faisais, d'aller faire tes devoirs, puis au-delà de l'approbation, c'est vraiment une question de crédibilité. Tu veux absolument te sortir un personnage de mécanicien, qu'un mécanicien s'y reconnaisse. C'est tout tourne autour de ça. Et effectivement, moi, ça m'aide énormément. Même peut-être un peu trop zélé, parce que je trouve que ça coupe des fois le côté créatif de tout le temps un peu se donner cette espèce de filtre journalistique-là. Comme là, j'ai entrepris un nouveau projet, puis là, on dirait que je fais des entrevues avant de commencer à écrire, puis là, des fois, je me demande si c'est le bon chemin pour produire un prochain roman. Est-ce que je devrais l'écrire tout simplement et après ça, revisiter des passages, puis le faire un peu de fact-checking, comme on dit, mais là, je fais exactement l'inverse. Je commence par faire mes entrevues et je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode. Est-ce que tu as l'impression que tu te laisses une part d'invention, une part d'imaginaire, même si toute la base est vérifiée, est vraie, tu t'es rapproché des gens pour voir la vérité, mais est-ce que tu te permets aussi de... Ça devient difficile. Puis je trouve qu'on réfléchit beaucoup aussi aux perceptions puis à la réception d'un livre. Peut-être que je m'en sacrais plus la première fois que j'ai écrit un livre et le résultat le prouve. Mais là, je trouve que à chaque fois que tu écris quelque chose, tu dis, bon, est-ce que je vais choquer telle personne? Sans trop être peureux.
On dirait que la perception prend une dimension quand même assez importante dans mon processus créatif. Mais l'écriture, c'est un équilibre précaire aussi entre notre aspect pandémique, puis le fait d'aller voir des gens, puis de sortir de ça. Donc, dans le processus aussi, d'aller voir des gens, c'est aussi d'avoir du contact social, d'avoir accès à cette expérience-là des autres. Ça, c'est très riche aussi. Au-delà même du projet, des fois, c'est juste au niveau individuel de ces rencontres-là. On a accès à des expériences riches parce que quand on pose des questions de façon honnête, en disant, moi, j'ai un projet, puis toi, qu'est-ce que tu penses ou comment tu vis telle ou telle chose, bien, soit les gens se livrent. Et donc, c'est l'occasion de contact avec des gens, des fois, qui nous entourent, des fois, des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, qui est très, très riche. Puis après ça, on retourne écrire dans un petit cochon. Mais c'est cet équilibre-là qui, d'un projet à l'autre, peut varier aussi. C'est super important. Moi, j'ai un exemple concret. J'avais, au départ, féminisé le nom de mon personnage masculin en fille. Et en soumettant mon manuscrit à un comité de lecture sensible, on m'a dit que c'était de l'hérésie. Rarement une femme, quelqu'un qui est un garçon qui devient une femme, va féminiser son nom. En fait, pratiquement jamais. Donc, moi, je m'en allais faire cette gaffe de débutant-là. Et sans l'avoir fait lire à quelqu'un, je pense que j'aurais tombé dans le piège. Donc, ça a été, je pense qu'il faut le faire. Mais chaque livre a son processus aussi. Tu te questionnais sur la méthode à adopter. Je pense que tu peux y aller d'instinct, ça prend de l'instinct aussi. Puis chaque roman a son processus, puis a sa manière de fonctionner, tu sais, en marge de l'écriture, dans la quête d'information, puis dans la recherche. On parle de réception, parce que je sais que la réception, ça t'a obsédé un peu, plus que quand tu prépares des reportages. Je sais que la réception est obsédante pour beaucoup d'écrivaines et écrivains. Tu sais, il y en a qui réussissent, je pense, à être dans leur bulle de création puis à ne pas penser à l'après. Mais tu sais, Christian, quand on a un succès phénoménal comme Le poids de la neige, traduit, reconnu par tous les voyages, la vie presque glamour, disons ça comme ça, et qu'après, on se met à l'ordinateur, puis là, on redevient faut se remettre dans un autre mode, et puis on redonne à lire un nouveau texte. C'est quoi la pression et où? Comment tu gères cette pression-là? Ben, tu sais, ça serait faux de dire qu'elle n'existe pas. Cependant, je fais beaucoup d'efforts pour la nier. Ouais, hein? Donc, la nier, c'est toute une façon de la reconnaître, cette pression-là. C'est-à-dire, je la mets de côté dans une petite boîte là, le plus étanche possible. Parce que sinon, ça vient contaminer là, le statut d'auteur, ou ça, les attentes. Puis là, à un moment donné, c'est de faire un projet qui tient debout tout seul. Et puis, c'est de revenir à ce qu'est l'écriture. Donc, de sortir du cadre du texte pour penser au texte au niveau des attentes, de comment, des inquiétudes. Ça, moi, je le dis tout le temps, mais écrire, c'est accepter l'incertitude, le doute, puis avec un esprit d'aventure. C'est-à-dire, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Et donc, ce qui a trait à la réception, après, bon, c'est merveilleux ce qui est arrivé au Poids de la neige, donc ça... Est-ce que ça peut réarriver? Est-ce que si je serais bien naïf de me dire ça va être comme ça toujours? Ben non, mais c'est pas ça. Fait que donc, c'est d'avoir, oui, des espoirs, pas trop d'attentes, puis on continue, puis après j'ai fini, on s'en va sur l'autre, puis... le truc, c'est toujours d'être moyennement bon, comme ça, t'as pas de pression. Oui, on peut faire ça. Mais faire une autre proposition à nos lecteurs aussi. Oui, ce que tu as fait. Ben, à chaque fois, d'en faire un autre, je ne sais pas si c'est pas le dernier, fait que on ne le sait pas. Fait que donc, tu dis, ben, autrement, j'ai déjà dit à une lectrice, elle me dit, oui, mais vous n'écrirez plus sur le bonheur. Avez-vous envie de lire le même livre toute votre vie? Moi, je n'ai pas envie d'écrire le même livre. J'ai envie. Ce qu'on fait souvent pourtant. Je sais, mais de proposer quelque chose d'autre, d'aller ailleurs, d'essayer. Ouais. Puis c'est des propositions et les lecteurs peuvent ne pas nous suivre aussi, même s'ils nous ont suivis avec un précédent, dire celui-là, j'aime moins ça, ou ça, c'était pas ma tasse de thé, ou je sais pas quoi. C'est le risque qu'on prend. Il est là, le risque de se dire, moi, est-ce que je suis content ou contente? Est-ce que j'ai été au bout de ce que je voulais faire? Est-ce que ça ressemble à l'histoire que j'avais envie d'écrire? Si oui, il faut essayer de se contenter de ça au départ, puis si les lecteurs embarquent, mais c'est formidable, c'est ça qu'on veut, c'est pour eux qu'on écrit. Alors, à partir de là, ben, c'est un plus, puis un autre roman qui a fonctionné. Francine, est-ce qu'on pourrait avoir un petit extrait du Promeneur de chèvres? Pouvez-vous nous lire un petit extrait, vous pensez? Oui, je pourrais faire ça. Faut que je le trouve, là. OK? Parce qu'on on va demander non, ça elle connaît pas. Non. Ben, c'est pas moi qui l'ai dit. Est-ce que je peux lire quelque chose qui n'est pas de moi, certainement, mais que j'ai mis dans le livre? Parce que je trouvais que c'était, pour moi, c'est un texte de Fernando Sabino qui pour moi, qui était comme le résumé de ce qu'était la pandémie. C'était ça la pandémie. Il dit, Fernando Sabino, faire de l'interruption un nouveau chemin.
Faire de la chute un pas de danse, faire de la peur un escalier, du rêve un pont, de la recherche une rencontre. Et c'est ça que j'ai essayé de faire là-dedans, d'aller entre un vieux monsieur qui vit à la campagne et un jeune garçon urbain qui a l'habitude de voyager à travers le monde, puis il se retrouve dans les prairies avec des chèvres, puis la vie continue. Il y a comme un voyage immobile où est-ce qu'on se retrouve tout à coup à... Le choc d'une rencontre, Oui. l'improbabilité aussi, certaines rencontres, c'est aussi ce qui est arrivé dans le cas d'Olio avec le héros promeneur, celui qui marche, qui rencontre ce Olio-là. C'est un choc d'une rencontre, une rencontre déterminante. Est-ce que vous aviez fini? Est-ce que tu avais fini? Non, ça va, je pensais à un autre petit moment, il faut que je le retrouve, c'est tout. Bon, mais on peut revenir, Francine. Oui. Puis là, Christian, un extrait peut-être justement des ombres filantes avant de revenir à Francine? Ben, je peux lire 3 courts extraits qui font l'entrée en matière des 3 sections. Oui, parce que toi, tu as une forme aussi. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a quelque chose, un travail dans la forme. Ouais. Donc, j'avais mis des petits signets. Elle est le commencement et la fin. Elle précède les regards. Elle leur succédera. Elle est l'épicentre, le nœud, le refuge et la geôle. Elle fascine autant qu'elle effraie. Sous sa chape, les rencontres sont rares et décisives. Le temps et sa force vivent, son désordre ensorcelle, ses ombres se confondent, ses murmures fusent de toutes parts. Elle est l'envers de ceux qui pensent. Elle est l'instinct, le geste, le frisson. Toutes les âmes rêvent de s'y perdre, mais aucun être ne sort indemne de son étreinte. Elle est la solution la plus simple, la plus totale, la plus opaque, au calcul irrésolu des cœurs inquiets. Qui suis-je? La forêt. Sentais la pression de répondre, hein, Hugo? Un morceau de robot. Un morceau de robot. Francine, est-ce que l'extrait a été trouvé? Oui, je l'ai trouvé. C'est un petit extrait c'est Enrique qui parle de la femme qu'il a aimée énormément, sa Marie, qu'on dit tout le temps. Alors, la veille, en parlant de sa Marie, il l'avait appelée l'Incantada, l'enchantée. Il semblait ailleurs, loin de ce monde. Il avait récité de mémoire les paroles en français que partage le chanteur du groupe Los de Nado avec son public avant d'entonner en béarnais l'Incantada. Quand je l'ai vu pour la première fois, il traçait son chemin sans regarder rien ni personne. À moi, ça m'a fait patapim patapam. Et j'ai perdu la faim et j'ai perdu la soif. Je savais que plus rien ne serait comme avant, ni le vert de la prairie, ni le froid de la neige, ni le chant des enfants, ni la course du soleil qui fait danser les années. Plus rien ne serait comme avant. Moi qui avais toujours su dire non et dire adieu, moi qui n'avais jamais prié ni homme ni Dieu, j'étais entré dans l'église et j'avais plié le genou pour demander ce que je voulais le plus au monde, respirer à côté d'elle. Je ne savais pas son nom, je l'appelais l'Encantada. Et Hugo? Ils sont bons vos livres. Sonia se contemple dans le miroir de la salle de bain. Son mascara coule, mélangé aux larmes. Elle tamponne ce qui dépasse avec un morceau de papier de toilette. Elle entend absolument tout ce qui dit dans la salle à manger de l'autre côté de la cloison. Coudon, la truie, es-tu allé chercher ma poutine à belle province, esti? Autour d'une longue table, une dizaine de jeunes hommes éméchés sur le gros party. Sont sur le gros party. 3 filles sont avec eux et paraissent plus jeunes. Les Centurions ont défait les Lions de Saint-Hyacinthe 6-2 en quart de finale. Une surprise contre les favoris au classement. Après une soirée arrosée sur les banquettes coussinées de la section VIP du Mythos, le patio est l'escale traditionnelle de ceux qui veulent prolonger la fête avant d'aller se coucher. La nuit, une seule serveuse est sur le plancher avec un cuisinier. Difficile d'empêcher les clients de continuer à boire en cachette leur propre consommation ou l'alcool volé en douce au bar à l'avant. Lorsque la serveuse, débordée, elle doit tourner ou retourne aux cuisines. Souriez, vous êtes filmé, dit l'affiche au sujet de la caméra imaginaire. Bon, bizarre que j'ai pris cet extrait-là qui ne peut pas dire grand-chose sur le reste de l'histoire, mais bon. On est avec elle. Oui, Ah, okay. oui, bien On sûr. est avec elle. Puis on sent aussi la voix que tu as, puis qui est très présente dans ce roman-là. Une voix que tu peaufines de plus en plus au fil du temps. J'ai pris beaucoup de maturité Oh, entre le premier et le deuxième roman. Merci. Personnage extraordinaire. Ah, J'ai oui. lu ça dans l'avenue.
dans une critique. Merci. On va beaucoup. devoir mettre fin à cette première table. On vous garderait parce que c'était passionnant. On répète les titres peut-être? Oui, Olivia j'aimerais ça Vendetta. qu'on rappelle les titres. Merci des 3 Hugo. livres. Olivia Vendetta chez Stanquet par Hugo Meunier, Le promeneur de chèvres chez Libre Expression par Francine Ruel et Les ombres filantes à la peuplade par Christian Gué-Poliquin. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir et c'est de belles retrouvailles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Merci Francine Ruel, Christian Gué-Poliquin et Hugo Meunier. Alors, nous, on va prendre une petite pause ensemble de 3 minutes, le temps de faire nos tirages, pendant que nos auteurs vont se lever et aller céder leur place tranquillement aux prochains auteurs. Donc, j'ai en main le nom des premiers gagnants de la soirée. Alors, je vais commencer par faire tirer le bouquet de 6 livres de la soirée, donc les 3 livres dont on vient de parler et les 3 suivants. Vous recevrez donc ça dans un seul et même envoi. Alors, j'espère que vous êtes tous bien à l'écoute. D'ailleurs, je vous remercie. On me dit que vous êtes très nombreux derrière vos écrans et ça nous emballe, ça nous porte. Donc, là, c'est une gagnante. La gagnante pour le premier bouquet de 6 livres de la soirée, Madame Lise Marcoux. C'est bien ça, Madame Lise Marcoux. Madame Marcoux, vous devez aller sur la page Facebook d'avenue.ca, nous envoyer un message privé avec votre adresse postale pour que nous puissions vous faire parvenir les livres. Je vais maintenant nommer les 5 gagnants des paires de billets offertes par le Salon du livre de Montréal. Donc, 5 paires de billets électroniques. Si vous n'habitez pas la région de Montréal ou que vous ne pensez pas être à Montréal pour le Salon du livre de Montréal, ce serait très bien de ne pas garder le billet pour vous et de ne pas le jeter. Faites-en profiter un ami ou un parent qui habite à Montréal. Donc, voici les 5 gagnants pour les billets électroniques du Salon du livre de Montréal. Madame Lise Bernier, Madame Danielle Fréchette-Bouvette, Madame Guy Bélanger, Madame Micheline Hott et Madame Édith Jutras. Alors, je répète, Lise Bernier, Danielle Fréchette-Bouvette, Guy Bélanger, Micheline Hott, Édith Jutras. Alors, félicitations à nos gagnants. Les personnes qui viennent de gagner les billets électroniques, vous devez aller sur la page Facebook d'avenue.ca et nous envoyer par message privé votre adresse électronique puisque c'est par courriel que vous recevrez votre prix. Je profite de cette petite pause pour parler de la librairie Monet, qui est une très belle librairie. Les gens y travaillent très fort, ils tiennent des activités culturelles. On peut acheter en ligne à monet.leslibraires.ca et vous pouvez aussi venir en succursale, en librairie. C'est aux Galeries Normandie sur la rue Salaberry à Montréal. Je fais aussi un grand salut excusez-moi, on m'a interrompu. Je fais un grand salut aux gens du Salon du livre de Montréal ainsi qu'à tous les gens de tous les salons du livre à travers le Québec. C'est pas facile de maintenir des activités culturelles avec la pandémie et déjà dans le monde littéraire, ce n'est pas simple. Alors, chapeau bas. Merci à l'équipe d'Olivier Goujon au Salon du livre de Montréal qui, chaque année, nous fait des cadeaux de livres et nous fait toujours des clins d'œil pour notre salon avant le salon. Je remercie évidemment les éditeurs de tous ces livres qui accompagnent les auteurs et qui nous ont gracieusement offert les livres de tirage pour la soirée. Le Quaternier, Édition XYZ, Groupe Librex, Groupe Littérature Ville-Marie, ainsi que les éditions Libre Expression et Édition La Peuplade. Alors, nos auteurs ont repris leur place, mais je vais quand même prendre 1 minute ou 2, le temps que Claudia nous rejoigne. Tout d'abord, pour faire un petit clin d'œil à Claudia Larochelle, qui est avec nous sur avenue.ca depuis le tout début, comme je le disais en intro. Claudia lance demain, alors pour ceux qui ont des petits-enfants ou de jeunes enfants, vous connaissez peut-être la série des doudous. Alors, la doudou qui avait mangé trop de bonbons, la doudou qui aimait trop le chocolat. J'ai encore massacré un titre, mais c'est pas, ça fait rire Claudia. C'est mon petit côté vieille ma tante, mais enfin,
Alors, La Doudou, c'est toute une série de très charmants livres. Le personnage de la Doudou est vraiment sympathique. Et cette fois-ci, c'est la Doudou qui avait attrapé des poux. Et elle sera en librairie dès demain pour le plus grand bonheur. Moi, j'ai assisté à une lecture avec plein de petits-enfants et ils sont très friands de ce personnage très sympathique de la Doudou. Je fais aussi je vous rappelle aussi que vous pouvez, à la librairie Monnaie, obtenir un rabais en librairie, 10 sur un achat de 100 et plus et 30 sur un achat de 200 et plus pour les prochaines semaines. Il faut aller sur l'adresse librairiemonnaie.com/promo avenue avec un S pour pouvoir avoir la marche à suivre pour les prochains, pour avoir votre code promo pour votre rabais. Bon, le prochain rendez-vous avenue.ca, le 10 novembre, cette fois à 19h30, et il sera question de bière et de randonnée, rando-bière, et nous avons pour ça 2 spécialistes qui viennent de faire paraître 2 magnifiques livres. Je ne sais pas si Pascal peut nous envoyer, voilà. Donc, les routes des vins à travers le monde, pas des vins, je m'excuse, on est trop habitué de boire du vin sur avenue.ca, la route des bières à travers le monde. Et l'autre livre qui est signé, lui, par Martin Thibault, notamment, et qui sera des nôtres, et Rando-bière. Alors ça, c'est Bianca Pomerleau qui nous fait découvrir les circuits de randonnée à travers le Québec pour découvrir des microbrasseries et des produits du terroir. Ça, c'est très intéressant. Donc, pourquoi ne pas joindre l'agréable à l'agréable en faisant une promenade et une bière d'une microbrasserie? Donc, on discutera de bière québécoise. Je rappelle que Martin Thibault est un biérologue, un spécialiste. Ce sera très intéressant le 10 novembre à 19h30 en direct sur la page Facebook d'avenue.ca. N'oubliez pas, vous allez mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire sur le Facebook Live pour être admissible à nos tirages, que notre système automatisé vous reconnaisse. Et Claudia, je te confirme qu'on a beaucoup de monde avec nous, beaucoup de commentaires, les gens participent, on est très contents. Pas du tout, on n'est pas étonné parce qu'on le sait, le public d'avenue.ca aime les livres, tout comme nous. Et vous savez que sur avenue.ca, eh bien, on a créé il y a 1 an, justement, avec l'arrivée de la pandémie, la nouvelle section bouquinée, où on retrouve notamment les capsules vidéo de Claudia La Rochelle qui nous offre des choix de livres, des choix de livres aussi de nos autres journalistes, des critiques, donc à consulter le plus fréquemment possible. Et faites-moi plaisir, faites j'aime sur la page Facebook si ce n'est pas fait et inscrivez-vous à notre infolettre. Vous ne manquerez rien de nos prochains rendez-vous et de nos autres rendez-vous. D'ailleurs, le 1er décembre avec Benoît Roberge, adresse gourmande du Québec. Benoît Roberge qui nous amène faire le tour de son carnet d'adresses gourmandes avec des anecdotes, des photos et plein de saveurs à découvrir dans toutes sortes de coins du pays. Alors, ce sera très intéressant. 1er décembre à 19h en Facebook Live. Ben là, c'est le temps de retourner vers Claudia La Rochelle et ses invités. Merci, Françoise. Pour notre deuxième table ronde avec Arlette Cousture, Alain Farah et Catherine Perrin. Oui. Alors, à vous, madame. Merci. Puis, pendant ce temps-là, petit potinage interne, on voit les auteurs, les 3 précédents, les mains chargées de livres. Alors, comme quoi, le lecteur n'est jamais très loin de l'écrivain. Ça, c'est une autre belle question à aborder peut-être avec les écrivaines qui sont ici. Il y a toujours le lecteur est toujours prêt. L'écrivain a besoin des livres aussi. Il y a un effet d'émulation qui est très présent chez les écrivains. Et puis, je commence sans plus tarder avec Arlette Cousture. Bonsoir. Bonsoir, Arlette. Merci d'être avec nous. Vous êtes née à Saint-Lambert. Oui. Et vous avez pratiqué plusieurs métiers avant de vous consacrer entièrement à l'écriture. Vous avez été animatrice pour différents magazines culturels, vous avez été recherchiste, journaliste et relationniste. Votre premier ouvrage, Aussi vrai qu'il y a du soleil derrière les nuages, est paru chez Libre Expression. C'était en 82. Et c'est en 1985 que les lectrices et les lecteurs vous ont mieux connu à la parution du premier tome de la série Les filles de Caleb, Le chant du coq, qui vous a valu un immense succès. Tout le monde se souvient de ça. Tout le monde, né à peu près avant une certaine date, puis après une certaine date, évidemment, mais ça a marqué toute une génération. Et il y a eu ensuite Le Cri de l'oie blanche, qu'on a attendu impatiemment. Sorti à peine 1 an plus tard, il fallait vraiment pas laisser patienter trop longtemps les passionnés. Et ça a été fort lu, ça aussi. Et le dernier volet de la trilogie, L'abandon de la mésange, est paru pour sa part en 2003.
Il y a eu quand même un petit moment, là, un petit gap entre les deux. Et au Québec et en France et dans les autres pays de la francophonie, les 3 tomes des Filles de Caleb ont été publiés à plusieurs millions d'exemplaires aussi. Alors, on se souvient tous de leur adaptation à la télévision. Évidemment, on a tous des souvenirs très, très marquants de cette série télé au début des années 90. Et ça a été fait aussi en comédie musicale. En 2010, pour souligner les 25 ans de la série, les 3 tomes ont été réédités aux éditions Libre Expression. Il y a aussi eu la série marquante Ces enfants d'ailleurs, qui a aussi marqué une autre génération, la même, mais aussi d'autres. On a gagné d'autres lectrices-lecteurs avec cette série-là, qui a fait l'adaptation aussi, qui a donné lieu à une adaptation télévisée en 97. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner J'aurais voulu vous dire William. Ça, c'est ensuite en 98. Tout là-bas en 2003. Depuis la fenêtre de mes 5 ans en 2008 et le roman historique Petals Pub en 2012. Et après Chère Arlette, paru en 2016 et En plein cœur en 2018, vous revenez avec En voiture, all aboard, un recueil aux histoires enchevêtrées dont vous parlez comme de votre dernier. Ça, on va y revenir, ça m'inquiète un peu. Et En voiture à la barre, il est question de 10 histoires inspirées de rencontres faites lors d'un voyage en train entre le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. Arlette, vous écoutez aux portes ou quoi? Vous écoutez les gens qui parlent autour de vous? Non, on mange ensemble. Ah, voilà! C'est les gens que j'ai rencontrés surtout à table. Et puis, je les écoutais parler, puis je trouvais ça intéressant. Il y a une de ces personnes qui est devenue une amie, celui qui est un jumeau dans le livre. J'ignorais d'ailleurs que la personne qu'il allait voir, qui était très malade et en fait qui agonisait, était son jumeau. Et notre train a eu 12 heures de retard. Ils n'aiment pas ça que je dise ça. A eu 12 heures de retard et il est arrivé après le décès de son jumeau. Et ça a été comme un drame épouvantable pour moi. Puis lui dit non, c'est correct parce que j'étais allée le voir un peu avant. Il s'est consolé. Il a raté la mort de son frère jumeau. J'ai trouvé ça épouvantable. Moi, je sais pas, c'est le genre d'affaire. Mais ça crée des liens, ça crée des liens. Ça va me chercher. Ben oui, inévitablement. Ouais. Ça donne lieu à des histoires humaines. Épouvantables. Ouais. J'ai trouvé ça terrible. Oui, mais vous leur donnez beaucoup d'humanité à ces histoires-là, puis on va pouvoir y revenir. Catherine, après 8 ans à la barre de la quotidienne Médium Large sur ici Radio-Canada Première, tu t'es lancée dans l'écriture. En plus d'être une claveciniste aguerrie, il y a eu Une femme discrète sur ta mère en 2014. Ça, c'était chez Québec Amérique. Puis, du côté de la fiction, cette fois, il y a eu 3 réveils chez XYZ, puis L'âge des accidents. Un titre fascinant. Je suis très jalouse, je te l'ai déjà dit, de ce titre-là. Je trouve qu'il est magnifique. Dans lequel tu donnes vie à des personnages éprouvés, mais qui se soutiennent dans l'adversité, coûte que coûte. Éprouvées, elles le sont. Patricia et sa fille, Jasmine, après que celle-ci eut survécu de justesse à l'effondrement d'un viaduc. Ça nous rappelle quelque chose, inévitablement. Et Patricia va assister en direct à l'incompétence, et les journalistes, hein. Elle va assister à l'incompétence des autorités pour prévenir le pire. Elle pose des questions, elle fouille. Ce roman pose d'ailleurs des questions comme sur qui compter pour préparer la suite d'un monde déréglé. On est un peu là. Entrer dans l'âge des accidents, des catastrophes plus ou moins naturelles. Comment on fait? On est équipé comment pour le faire, pour y faire face? Très d'actualité aussi. Qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants aussi? Quel héritage? Qu'est-ce qu'on leur laisse entre les mains? Et les certitudes dans la vie, est-ce que c'est possible d'en avoir à part celles qu'on aime nos enfants, mettons? Ça, c'est une certitude inévitable. Tu le sais comme mère, toi aussi. Mais est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Et depuis les débuts de ce que tu publies, tu poses des questions. Tu es une écrivaine qui pose des questions, qui constate, qui n'a pas de certitude. Là, on reconnaît beaucoup la journaliste aussi à travers ça. Est-ce que c'est un peu pour ça que tu as choisi d'écrire aussi? Pour peut-être les synthétiser puis les mettre à l'écrit, ces questions-là? C'est-à-dire qu'une des questions... Moi, je ne me considère pas comme une journaliste. C'est une nuance importante. Je suis une animatrice. Et mon personnage... je l'ai rendu journaliste parce que ça pose des... Pour moi, c'est intéressant parce que ça pose des problèmes en ce moment, justement, cette espèce de... elle est à un moment de sa vie où l'obligation de rigueur, d'objectivité, de neutralité du journalisme commence à lui peser. Il me semble comme animatrice, moi, j'ai toujours eu le droit quand même d'être un petit peu plus énervée, un peu plus...
montrer que je suis exaspérée par des choses, que je suis amoureuse avec d'autres choses dans la vie. Un journaliste se doit, je dirais, dans l'éthique actuelle. Ce qui se fait de moins en moins, malheureusement. Ben, oui, malheureusement, mais en même temps, c'est une journaliste scientifique, puis dans ce domaine-là, Elle a pas le choix. c'est encore ça la norme. Mais elle-même remet ça en question. Alors, c'est pour ça que je lui ai donné un métier qui est plus rigide que le mien, parce que ça lui permet de secouer un peu, justement, d'essayer de remettre en question des certitudes. Ouais. Mais après, les accidents, ils sont à toutes sortes d'échelles, tu l'as évoqué, là. C'est l'accident dont sa fille sort de justesse, puis c'est l'accident de son corps à elle qui vieillit, c'est l'accident de la catastrophe écologique qui est un petit peu planante. C'est à plusieurs couches. Oui, plusieurs couches, plusieurs accidents superposés. Qui forment... Successifs et superposés. C'est ça. À différentes vitesses. Ça me fait penser à de la musique, des événements. Il y en a qui sont des trames lentes, qui évoluent tranquillement, mais qui sont implacables. Puis il y a des petites choses plus ponctuelles. C'est vrai qu'il y a quelque chose de musical dans la manière dont tu écris, une musicalité. Ça a presque l'air d'un cliché, mais je pense que mon cerveau fonctionne comme ça. Mon cerveau fonctionne avec une espèce... Puis pour le meilleur et pour le pire, hein. C'est pas nécessairement toujours... moi, je trouve pas que c'est nécessairement toujours facile. Des fois, il faut que je lutte contre ça, de pas vouloir être toujours... ouvrir une chose, aller la refermer proprement. À un moment donné, il faut lutter contre cet amour de la forme précise, de la forme musicale. Alors, c'est un équilibre à trouver là-dedans. C'est vrai que la forme est partition un peu, là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, on n'a pas besoin, bizarrement, ça a pris du temps avant que je comprenne ça. J'ai fait des cours d'analyse musicale beaucoup dans ma vie quand j'étais aux études. Mais je me rends compte que l'analyse, c'est très instinctif aussi. Puis quand on lit, ou je ne sais pas, moi, en tout cas, je me suis rendu compte que quand on lit aussi, on perçoit les formes. Puis quand on écoute de la musique, on perçoit les formes. Ça, c'est un petit peu en dehors de notre sujet de ce soir, mais je me suis rendu compte que c'est un peu inné chez l'humain de sentir les formes. C'est pas pour rien que les formes existent, c'est parce qu'elles sont reçues. Même si on ne dit pas « Ah, là, c'est la fin du thème A, puis là, c'est le thème B qui commence. » L'humain est comme... Il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la reconnaissance et tout, puis qui rend une œuvre d'art intéressante puis vivante. Alors, c'est ça, la forme, pour moi, c'est pas quelque chose de stérile ou de seulement cartésien. C'est aussi quelque chose d'organique. Oui, puis pour qui la forme est organique, puis on peut... qui bouge. Je suis très ému parce que dit c'est Catherine... beau. Non, parce que ça me fait réfléchir à plein de trucs, mais je veux pas t'interrompre au moment où tu vas me présenter. Oh oui! Un petit Hugo Meunier en toi, ça Ah, c'est vrai? Ah oui. OK. Alain, tu es né à Montréal en 1979, de parents libanais d'Égypte. Tu es écrivain, professeur de littérature à l'Université McGill, chroniqueur à Plus on est de fou, plus on lit, où tu as livré, attention, plus d'une centaine de chroniques depuis 2011. Ça fait très longtemps. Ben, ça fait... Mais la même année, on avait commencé en même temps, il me semble, Médium Large, oui. Et au Cartanier, tu as publié Quelque chose se détache du port. Tu as publié Matamor numéro 29, Pourquoi Bologne? Et le roman graphique La ligne la plus sombre en collaboration avec Mélanie Béarger. Ça, c'est paru à la Pastèque en 2016. Tu as signé l'adaptation théâtrale du Déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, produite par le Théâtre Pape, dans une mise en scène de Patrice Dubois. Ça se passait le 28 février 2017. Et dans ce 6e livre, 1000 secrets, 1000 dangers, qui est un roman autobiographique, une sorte de comédie dramatique dans laquelle l'action se déroule en 24 heures et qui raconte l'histoire de 2 hommes qui ont grandi ensemble dans le petit Liban, à Montréal, et qui, un jour de juillet 2007, jour du mariage du narrateur, ils sont mis, ces 2 hommes-là, face à tout ce dont ils ont hérité. Et où figure en bonne place l'angoisse, la maladie. Tu revisites entre autres les souvenirs marquants de tes jeunes années, du moins d'un autre temps. Et j'y vois aussi un espèce de parcours du combattant, un parcours de combat aussi chez ton personnage. Il y a des épreuves comme la mort de ton amie Myriam, qui est dédiée, ce roman-là d'ailleurs, ta maladie chronique, le suicide de ton prof, un passage de ton prof de français au secondaire, un passage qui ne me sort pas de la tête d'abord, pour tout ce que ça évoque, prof français, déterminant dans ta vie, déterminant dans la vie de ses étudiants, où il a fait ça aussi, il a choisi de faire ça, dans le gymnase, tout ça. C'est quelque chose qui a été super marquant. Non, mais c'est pas... non, mais je révèle pas. C'est très tôt dans le livre, de toute façon.
qu'on apprend ça, puis ça teinte l'histoire. Et tout ça traduit à ravir tout ce que tu te poses comme question, tout ce qui est l'écrivain que tu es devenu aussi. Moi, j'ai l'impression que ce roman-là, Alain, puis tu sais à quel point j'avais adoré le Pourquoi Bologne. Parce que Pourquoi Bologne, je me dis, ça va être difficile à battre dans mon cœur, tu sais. Et j'ai l'impression que tu l'as marque d'une pierre blanche, ton parcours. Je me dis, excuse-moi, la pierre angulaire de ta quarantaine. Puis je me suis demandé, puis là, tu n'es pas obligé de me répondre, mais je sais que tu vas le faire, hein? On s'aime trop pour ça, mais je me disais, j'ai l'impression que tu as passé ta crise de la quarantaine dans ce roman-là. Je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai comme vu ça comme lectrice, qu'il y a eu ça, ces questions de où j'en suis dans ma vie actuellement, moi comme père, moi comme mari, moi comme ami qui a perdu cette amie-là. Tu sais. Alors, ce livre-là, il est déterminant. Tu as pioché là-dessus. Là. Bien, je pense, on en a parlé dans les médias, ça comme d'un livre qui brise un cycle. Oui. Et puis, ça m'a interpellé quand j'ai lu ça sous la plume de Christian Desmeules parce que je pense que je ne m'en rendais pas compte, en fait, avant d'arriver jusqu'au bout et puis qu'il paraisse puis qu'il commence à être lu. C'est-à-dire que, oui, je pense que c'est la fin d'un cycle qui était fait aussi d'une forme d'évitement, je dirais. Parce que tous ces livres dont tu parles que j'ai fait jusqu'à celui-là, en fait, trouvaient leur plaisir dans le fait justement de faire de la forme, pour reprendre ce que Catherine disait, à partir de quelques secrets, je dirais, qui agitaient l'écrivain en moi, mais j'étais trop impudique. Hein? Il y a cette expression que j'aime beaucoup de Baudelaire qui dit « il ne faut pas prostituer les choses intimes de famille hein? ». Donc, j'avais une sorte de résistance. Et puis, au terme justement de cette belle aventure d'écriture qui avait été Pourquoi Bologne, et puis du fait que j'étais allé à la rencontre de lecteurs, de lectrices, je me suis demandé, en fait, combien de temps, en fait, je pouvais continuer comme ça à jouer à la littérature de cette façon-là. Et puis, la réponse était que j'aurais pu continuer tout le temps. Parce que, justement, une fois qu'on saisit qu'est-ce que c'est une forme, qu'est-ce que c'est un langage, qu'est-ce que c'est une façon de faire, bien, on peut recommencer, dans le fond, à faire le livre autant de fois qu'on veut. Le même. Puis, ben oui, presque le même, ou dans des variations, justement. Mais je l'ai dit à quelques reprises depuis que le livre est sorti, il y a une forme d'exigence chez moi qui me demande de pas faire... Il y a assez de monde qui écrivent des très bons livres pour que je me mette à écrire, moi aussi, un livre de plus, jusqu'à un certain point. Et puis, le livre que je veux faire, c'est un livre qui m'efface, justement, à mon désir d'écriture, et puis qui m'efface à... Comment je pourrais dire? À mes limites. Et puis, j'étais justement face à mes limites après Pourquoi Bologne, parce que je me disais, c'est quoi la chose la plus contre-intuitive, en fait, que tu pourrais faire? Et puis, je me suis dit, ben, ça serait un roman, justement, où on ferait tomber les masques jusqu'à un certain point. Et donc, il y a quelqu'un que j'aime, Christophe Tarkos, le poète, qui dit « Avec la littérature, j'ai cherché les problèmes et je les ai trouvés. » Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Donc, en 2014. Et puis, ça a coïncidé donc avec la mort de ma meilleure amie. Et puis, le moment où jusqu'à un certain point, je suis devenu incroyant. Et puis, jusqu'au moment où je suis devenu incroyant en tout. Donc, incroyant en Dieu, mais incroyant en la littérature aussi. C'est-à-dire, on ne peut pas sauver les gens en écrivant leur histoire. En fait, c'est un truc qui m'est passé par la tête parce que je voyais cette amie-là, donc une jeune femme dépérir de la maladie, puis j'étais tenu par la religion de la littérature, m'agitait, parce que je me disais, c'est pas grave, il va falloir que je fasse un tombeau, il va falloir... Puis j'avais honte, en fait, de cette pensée-là, parce que je voyais comment la littérature était vaine face à la tragédie de cette femme-là. Donc, c'est un peu sur tout ça, en fait, que j'ai dû construire cette aventure-là. Puis je pense que c'est pour ça que ça a été long, parce qu'il fallait être capable de faire la part des choses, puis de travailler depuis cette honte-là de penser que la littérature a des pouvoirs jusqu'à un certain point. C'est donc bien intéressant. Puis la littérature comme tombeau, c'est vrai que la littérature, on pense que ça peut être un tombeau même par moment, ou surtout quand on porte une histoire de famille. Moi, je pense à vous, Arlette, cette histoire de famille, un jour, on vous a raconté, puis là on va revenir à votre livre à la Bard, là, mais ne vous inquiétez pas, mais je suis curieuse de voir un peu juste, parce qu'il y a eu ça quand on vous a révélé l'histoire de
d'Émilie Bordelot, l'histoire des filles de Caleb aussi, qui a été un moment assez important dans votre parcours d'écrivaine. Est-ce que c'était pas justement de vouloir ancrer pour toujours, garder pour toujours l'histoire d'une transmission de ce qu'on vous a transmis? En fait, on ne m'a rien transmis du tout. J'ai appris en parlant avec ma mère que ses parents étaient séparés. Elle avait presque plus de 80 ans. Et puis, j'ai dit, comment tes parents étaient séparés? Ça a été une grande révélation. Elle a fait un lapsus, puis elle a dit, j'ai dit ça? J'ai dit oui. Elle a dit, ben, séparés. Je ne sais pas s'ils étaient séparés. Ben, je dis, est-ce qu'ils habitaient ensemble? Elle a dit non. Ben, je dis, c'est ça, séparés. Mais, alors, ça a été une erreur de ma mère qui a déclenché les filles de Caleb. Ça n'a rien été de très organisé. Puis j'ai dit, oh là là, moi qui voulais écrire l'histoire des maîtresses d'école à la campagne, j'ai dit, oh là là, je vois tout à coup mon livre changer complètement d'allure et partir d'une génération plus vite, celle de ma grand-mère, dont j'ai jamais entendu parler de ma vie, qui était morte quand je suis née, qui est une étrangère que mes sœurs n'aimaient pas parce qu'elles l'ont connue, elle était malade. J'ai dit, faut comprendre, la maladie, elle était souffrante là, quand elle vous a connue, mais c'était pour moi une invention totale que j'ai aimé faire parce que je suis allée sur là où elle était, là où elle avait vécu. Et je suis même arrivée à un moment donné, quelque part, quelqu'un dit, on fait une recherche sur Madame Pronovo. J'ai dit oui. Oh, ça finissait là. Bon, d'accord. Il paraît qu'il y en a un qui me dit, ouais, on a eu des coups de règle doigts avec elle. Elle était toujours présentée comme un être foncièrement méchant. C'est fou comme on ne l'a pas vu comme ça, on ne l'a pas perçu. Je ne l'ai pas fait comme ça. Non, c'est ça. Donc, le travail de l'imaginaire à partir de non-dits. Ben, exactement. De moi, ce que j'ai retenu, c'est quand ma mère m'a dit que mes parents étaient séparés, j'ai été obligée de trouver l'année possible d'une séparation. J'ai été obligée d'inventer carrément la vie de ma grand-mère parce que ma mère ne la connaissait pas et encore moins connaissait-elle son père, qui était un irresponsable, qui avait ses maîtresses dans le bois, qui était jamais à la maison, qui était même limite méchant. J'en ai pour mémoire l'histoire qu'on me raconte. Elle est fait qu'un soir d'hiver, les enfants avaient dit, on va aller jouer dehors. Puis le père, lui, avait dit non. Puis on dit, ben oui, mais il fait beau, on va aller jouer dehors. Non. Et il a dit non. Les enfants ont dit oui. Il a dit, ah oui. Il a pris toutes les bottes et il les a mises dans le four à bois. Fait que, fini. Quel être agréable. Plus rien. Ah, c'est un être très désagréable. Moi, j'en ai fait une personne souffrante, mais alors, tout ce que j'avais était faux et j'ai essayé d'organiser cette espèce de fausseté existentielle qui aurait touché mes ancêtres assez proches. Pourquoi vous l'avez un peu transformé? Est-ce que vous pensez que le public n'était pas capable de recevoir cette cruauté-là à ce point-là? Non, mais j'ai trouvé que c'était une histoire simple. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle avait épousé un de ses élèves. C'est ça, je me suis accrochée à ça. Oui, c'est vrai, oui, c'est l'élément. Alors, moi, c'est à ça que je me suis accrochée. Déjà un grand tabou à l'époque. Exact. C'était un grand tabou à l'époque. Puis encore aujourd'hui, évidemment. Oui, ça fait les procès, puis oui. Oui. Ça fait quand même un couple présidentiel en France aussi. Oui, Brigitte. Oui. Dans ce sens-là, c'est plus surprenant. Les filles de Caleb étaient prophétiques. Absolument. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais ça, c'est un choc, là. Vous nous brisez un rêve là, en nous apprenant qu'elle donnait des coups de règle sur les doigts. Là. On voit très mal Marine Orsini donner des coups de règle sur les doigts. Oui, mais c'était pas Marine Orsini. Elle se met mal aux doigts. C'était prophétique, ça. Ça, c'est sûr. Non. J'ai profondément aimé cette grand-mère-là. Ouais. Sans la connaître, comme je disais. Et il s'est passé toutes sortes d'affaires bizarres quand je faisais la recherche. Étranges, là. Comme quoi? Comme moi, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas à toutes ces affaires-là. Puis tout à coup, j'avais un chat et puis j'avais une drôle de sensation dans ma salle à manger. Puis je passais mon temps à regarder un coin de la salle à manger. Je passais mon temps à regarder ça. Et puis tout à coup, mon chat se réveille, choque les oreilles comme ça, puis il regardait le même coin que moi. Je dis, c'est drôle, il se passe quelque chose ici, là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, j'ai senti une présence. C'était peut-être l'esprit, c'était peut-être mon esprit qui disait, bon, on commence à travailler. Mais par hasard, je travaillais à Hydro-Québec à l'époque et le lendemain, je raconte ça. J'ai dit, avez-vous déjà eu des fantômes, vous autres? Quelqu'un me dit, non, mais il y a un bonhomme ici qui travaille dans les phénomènes paranormaux. Oui, à Hydro-Québec, oui. Et il l'appelle, il dit, il est à tel endroit, tu pourras aller le voir, c'est ton heure de dîner. Ce que j'ai fait, je suis allée voir ce monsieur-là. Il me dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit,
je pense que j'ai vécu quelque chose de bizarre avec peut-être des revenants qui sont venus. Ah, il dit, oui, ça m'intéresse, qu'est-ce qui est arrivé? Je dis, mon Dieu, je croyais à rien de tout ça. J'étais terrorisée. Mais il y a, par rapport à l'écrivain, le travail de l'écriture aussi. On vient fou. Oui. J'ai l'impression, mais non, mais c'est vrai, Oui. je vais vous amener là parce que je trouve ça intéressant, la porte que vous nous ouvrez comme avec ça. Il y a comme quelque chose de l'ordre de la clairvoyance, même chez certaines écrivaines, certains écrivains. C'est comme si l'écriture donnait accès à des mondes. On ouvrait une porte sur l'inconscient ou l'hyperconscient, justement, mais on voyait des choses. On était plus fragile ou plus sensible à certaines choses. Je m'interroge encore à cet effet-là parce que ça n'arrive pas à tout ce que j'écris. Non. Et ça, comme par hasard, j'inventais la vie de mes grands-parents qui n'avaient jamais existé telle qu'elle. Et j'essayais de leur donner une vie parce que je trouvais ça tellement triste de savoir que mes grands-parents étaient séparés, que ma mère n'avait pas eu de parents, que toute la famille avait été bouleversée, que les enfants avaient été confiés à leurs parents et marraines. Et on parle du début du siècle dernier. C'était épouvantable pour cette famille-là. Et puis, je pense que j'étais trop à fleur de peau de tout ce qui pouvait arriver à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous écrivez, là, hypersensibilité à tout. Et puis, et ça m'a permis quand même de découvrir que mes grands-parents étaient séparés, ce qui était anormal, et que toute la vie de cette famille-là était anormale, d'une certaine façon. Vous déterriez un tombeau, en quelque sorte. Catherine, quand on parle d'un événement parce que par rapport à l'histoire sur laquelle tu as écrit, Catherine, tu sais, c'est quand même, on a tous en tête l'image du viaduc qui tombe, ce fameux jour, tout le monde s'en rappelle, là, je veux dire, c'était un fait marquant. Pourquoi cet événement-là a été comme une sorte de catalyseur dans ton processus de création, dans ton envie d'écrire cette histoire-là? En fait, d'abord, c'est pas le viaduc de la Concorde, c'est 10 ans plus tard, c'est un autre viaduc. Ça pourrait encore arriver, mais il y a moins de risques que ça arrive, puis c'est une petite information technique, là, mais faites-vous-en pas, ça se veut pas prophétique du tout. En fait, c'est que ça s'est passé autrement. Je ne suis pas partie d'un viaduc, je suis partie d'un événement. Puis je dirais jamais quoi. J'ai un engagement. En fait, c'est que j'ai su par hasard, j'ai connu par hasard une explication que beaucoup de journalistes cherchaient à quelque chose qui était arrivé. Puis il n'y a rien de criminel, je n'aurais jamais caché une histoire criminelle, une histoire grave. C'est quelque chose d'un peu grave, mais je l'ai su par hasard. Puis ça ne concerne pas un de mes enfants, je le dis parce que dans mon livre, c'est la fille de mon personnage principal. Mais c'est une information que j'aurais pu donner à des collègues à la salle de nouvelles puis qui auraient été bien, bien, bien contents. Et parce que je voulais absolument pas que cette personne-là qui s'était fait dire dont tu te tais, je voulais tellement pas la mettre en danger d'aucune façon que j'ai rien fait. Encore une fois, c'était rien de criminel, mais j'ai extrapolé à partir de là. Je me suis dit, et si ça avait été quelque chose? Et si c'était un de mes enfants? Et si c'était quelque chose de terrible? Et c'est là que cette image-là m'est arrivée. C'est que le viaduc tombe. Oui, elle s'en sort, mais il y a des victimes, puis peut-être que ces victimes-là auraient pu être sauvées à temps. Alors, et c'est là que ça devient, pour une mère qui est journaliste, j'ai mis ça au pire, là. J'ai comme pris mon affaire, puis je l'ai mise au pire. J'ai mis une mère journaliste pour qui ça devient un véritable conflit de loyauté total. Et c'est là, comme disait Arlette, quand on écrit, on se met, là, moi, ça me faisait vivre là, en m'identifiant à cette mère-là, là, c'était terrible. Oui. Encore le secret. Mais toujours, Ben le secret, oui, le secret. Ben, le secret, c'est qu'il faut garder, ne pas trahir, jusqu'à quel point, jusqu'à quel prix. Oui. Ne pas se trahir soi-même. Alain, il est dans le secret aussi. Tu es dans le secret par rapport à... C'est des secrets que tu déterres dans ben, mais le secret, c'est ça. Ben, ça m'interpelle ce que mes collègues énoncent, parce que ce que j'entends dans vos deux histoires, que ce soit la révélation, donc du côté de la mère qui parle de la séparation, donc qui est inconcevable à l'époque, ou encore ce truc qui arrive par accident puis qu'on te confie, Catherine, tout ça. Ce que j'entends, c'est la nécessité, en fait, d'en faire quelque chose. La responsabilité, en fait, tout à coup, de ne pas laisser l'histoire mourir jusqu'à un certain point. Et puis ça, c'est une tâche particulière, parce que
dans le fond, c'est de se sentir dépositaire là, d'un morceau de vie comme ça qui est très particulier, qui est inédit, et tout ça, et puis de ne pas vouloir le laisser passer, et puis d'avoir envie d'en faire quelque chose, et puis de se plonger là-dedans pendant des années. Mais il faut qu'il y ait cette nécessité-là. Il faut que ce soit ancré en nous, parce qu'on va passer des années, et puis je suis d'accord avec Francine quand elle disait tout à l'heure, nous, on est en confinement perpétuel depuis toujours, puis je pense que c'est pour ça qu'on s'en est assez bien sortis, là, même ceux qui ont pogné la COVID comme moi, mais c'est que, dans le fond, il y a un décalage, il y a un retrait. Et donc, la question des secrets, c'est un peu le paradoxe, hein, quand aussi était question des questions, c'est un peu la blague juive, hein, c'est les rabbins qui arrivent et qui déposent le livre, qui disent « j'ai toutes les réponses, maintenant inventons les questions ». Donc, nous, c'est un peu le contraire. Et puis oui, il y avait cette réflexion-là dans mon écriture. Et la légitimité aussi? Oui, ben là, dans le cas de l'histoire d'une amie comme ça, c'était très spectaculaire, là, donc ça, j'ai fait, disons, assez attention en me disant comment je vais raconter cette histoire-là. Mais ce dont je me suis rendu compte un peu tardivement, c'est que j'embarquais tout le monde avec moi. C'est mon épouse, mon cousin, mes parents, tout ça, puis eux, ça leur tente pas, là, ils n'ont rien demandé, là, tu sais. Les secrets, ça peut rester des secrets, c'est bien correct, ça fait moins souffrir. Ça fait de moins bons livres. Ben c'est ça. C'est ça qui est compliqué. Mais je pense que là, la forme intervient, puis la responsabilité d'en faire quelque chose de fort pour pas que, justement, on déterre les choses un peu pour rien. Mais c'est les travailler. Moi, je pense que cette connaissance intuitive des formes dont tu parlais, elle est chez nous, chez les êtres humains, parce qu'on est tout le temps dans l'informe. Toute notre expérience de la vie, elle est informe. Et puis c'est pour ça, je ne sais pas si ça vous arrive le soir quand vous vous couchez, mais laissez les choses un peu déposées, vous dire, c'est ça a été ça ma journée, c'est ça qui est arrivé. On crée de la forme. Parce qu'autrement, on ne le sait pas, on ne comprend pas. Puis les gens qui sont passés sous le viaduc il y a déjà maintenant plusieurs années, ils n'ont pas su la seconde d'avant ni la seconde d'après. C'était pas écrit nulle part. C'est arrivé, puis le réel nous frappe en plein visage. Donc, nous, quand on traverse certaines épreuves, je trouve, comme écrivaine, comme écrivain, on a aussi la responsabilité d'en faire de la forme pour justement témoigner, puis que tout à coup, les gens se reconnaissent. Et puis, c'est toujours ça qu'ils disent, hein, les gens, « Ah, ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça, je me suis reconnu, parce que c'est l'histoire d'un tel, d'une telle. » Parce que d'un coup, ils voient une forme apparaître qui correspond à l'informe qui les traverse. C'est rassurant, ça, de déposer une structure dans la tête des gens, de synthétiser l'espèce de brouhaha qu'ils ont, le chaos de notre mental. Tu sais, c'est un peu pour ça qu'on lit aussi, non? Je sais pas. Il faut juste faire attention de ne pas profiter de ça, j'ai envie de dire, puis de ne pas arriver là puis de devenir des gourous. On pourra en parler, c'est un peu ça qu'Alain Farah devient quand même en créant sa propre religion. Alors, il crée sa propre religion, si vous cherchez. C'est ça que je l'ai écrit à cette page, pour c'est l'air d'une mini-bible quand même. Catherine, est-ce que tu as pris goût sincèrement à l'écriture? Oui. Oui. Puis en fait, quand j'ai changé de vie, là, après 8 ans d'émissions quotidiennes, j'avais commencé le premier roman. Après, je me suis mise à faire... mon amour de la radio est encore immense. Oui. J'en fais une fois par semaine. Ben oui. J'ai comme inversé un peu les proportions, je dirais. J'écrivais coincée dans des petits blocs de quelques heures que je trouvais, là, mon premier livre, puis même le premier roman en grande partie. Là, j'ai un peu inversé les proportions. Et c'est certain que j'ai aussi récemment seulement, bizarrement, ça a pris beaucoup de temps avant que je me dise, mais comment est-ce que tu n'as pas fait le lien avant ça? Parce que c'est comme beaucoup d'auteurs, mais comme beaucoup de gens qui n'écrivent pas aussi, j'ai passé mon enfance à sortir de la maison, me rendre à l'école, mais en chemin à m'être transformée en quelqu'un d'autre, en un personnage. Le temps vraiment parce que moi, j'étais chanceuse, il fallait que je passe le long d'une patinoire, puis le long d'un champ pour me rendre à l'école. Alors, il pouvait vraiment se passer tellement de choses. Et j'ai passé vraiment dans mon imaginaire, et j'ai lu tellement quand j'étais petite, là. Après, j'ai fait beaucoup plus de musique. On dirait que j'ai comme mis un couvercle là-dessus. C'est resté là comme un creuset au four, je dirais à 125 là, pendant des années, là. Puis, donc, j'ai comme un cadeau
un cadeau maintenant d'ouvrir le pot puis de commencer à jouer avec. Là. Ah oui, puis j'ai l'impression, Catherine, que tu as mis toutes ces passions-là en commun, puis ça... Ben, je pense que rien ne se perd, rien ne se crée, Ouais, tout se c'est ça. transforme. C'est un principe auquel je crois profondément. C'est difficile d'inventer ex nihilo. Je ne crois pas beaucoup à la création, faire table rase complète. Oui, il y a eu certains exemples de ça qui ont plus servi, je trouve, à faire avancer l'art qu'à devenir en eux-mêmes des produits artistiques qui ont duré. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, Ils ont oui. plus déclenché des révolutions, ouvert des pistes. Moi, c'est certainement pas mon intention puis mon but. J'ai trop de plaisir, justement, à regarder tout ce qui mijote depuis. Puis j'aime ça parce que je trouve que c'est une activité qui fait accepter de vieillir. Parce que vieillir c'est un fonds de commerce quand on écrit. C'est tellement un des avantages de Ouais. l'écrivaine de vieillir. Ça, je suis vraiment d'accord. Faut bien qu'il y en ait, on va se le dire. Exactement. Arlette, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de votre En voiture à la Bard, ce plus récent titre que vous nous faites sous forme de témoignage. Ouais. Parce qu'elle assistait à des discussions? Oui, c'est Oui, ça. de train. Pardon. Anne Duncan, ça c'est un personnage, c'est une femme qui a 88 ans. Ouais. Anne Duncan s'assura qu'on prendrait bien soin de ses skis avant de se diriger vers le wagon qui lui était attitré, puis vers la cabine qu'on lui avait attribuée. Elle avait pu s'en offrir une assez spacieuse, capable d'accommoder deux passagers, un grand lit confortable, une salle de bain permettant de se retourner sans se frapper, une banquette pour s'allonger si l'envie lui prenait, et d'où elle savait qu'elle aurait une vue à couper le souffle. Ses arrogants 88 ans se dandinaient encore allègrement. Elle savait l'effet qu'elle créerait lorsqu'elle dirait aller à Jasper faire du ski alpin. Anne avait toujours effectué son déplacement annuel de Toronto à Jasper dans les montagnes rocheuses. Depuis 20 ans, elle faisait seule ce voyage, la tête bourrée à n'en pouvoir se fermer sur ses souvenirs. Aller à Jasper était sa joie, tout en étant la récurrente torture de son veuvage. Sa pensée était accrochée à son sourire plus amer que sucré. Anne était veuve de son David depuis 20 ans, un amour frôlant la perfection. Après son décès, elle avait tenté par tous les moyens d'entrer en contact avec l'ex-épouse de son homme qu'elle avait fait chuter de son trône pour le lui ravir. Ils avaient honnêtement tout fait pour démêler leurs atomes crochus. Voilà. Merci, Arlette Cousture. Ça s'intitule En voiture à la Bard et c'est une nouveauté chez Libre Expression. Catherine, j'aimerais aussi t'entendre pour l'âge des accidents. C'est paru aujourd'hui ou demain, là? C'est en librairie demain. Demain, Demain. C'est vraiment le Voilà. temps. Oui, chez XYZ. XYZ. J'étais très embêtée. C'est pas évident de choisir un extrait. Non, c'est sûr. Donc, c'est le personnage principal qui est cette femme. Elle est avec sa fille qui veut absolument lui raconter un rêve duquel elle se réveille. Puis ce rêve terrible. Cette fois, c'est la fin de l'hiver. Elle est avec le chien au bord d'un petit lac, tout près de l'embouchure de la décharge qui aspire l'eau sous une glace mince et verdâtre. La lumière aussi est mince et verdâtre, flouant les limites entre le solide et le fragile. Django s'est aventuré dans une zone indéterminée entre la berge et la glace. Elle tente de le faire revenir, l'appelle sans succès. La bête semble captivée, attirée par le danger, fait quelques pas plus loin, puis, après une infime hésitation, quelques pas trop loin. La voix de Jasmine se brise en racontant la suite du rêve. Le craquement sec, les plaques de glace sautant comme dans le désordre d'un casse-tête, puis retombant rapidement autour du chien qui, dans l'eau froide et noire, tente avec sa tête de les repousser pour respirer. Le regard paniqué de l'animal à travers cette glace trouble. Puis, très vite, la disparition du chien. Le courant l'a emporté plus loin sous la glace. Jasmine fixe l'eau libre en aval dans la décharge, affolée de ne pas voir le chien ressortir, puis elle hurle, se réveillant du même coup. Il y a ce cri, elle ne comprend pas. Le chien a soudain un autre nom. Ami. J'ai écouté le récit du rêve tourné vers la fenêtre. Quand Jasmine dit à nouveau « Ami, je ne comprends pas », je me retourne lentement, le visage couvert de larmes. Tu avais 2 ans. Ma fille fixe mon visage, comprenant qu'une histoire va suivre, nécessaire et dure. Ton père te tenait la main au bord du lac. J'arrivais avec Damien, minuscule, qui dormait dans un harnais sur mon dos. Ami était sur la glace. On l'a rappelé. Il est allé trop loin, comme dans ton rêve. Quelque chose se déchire. Je ploie vers l'avant, repliant mes avant-bras contre mon ventre, fouetté comme un roseau par l'orage.
On ne pleure pas un chien comme ça 25 ans après sa mort. On pleure un morceau de vie emporté en même temps que le chien. Ouf! Ah, merci. C'est un des accidents. Ouais, il y en a quelques-uns. Alain Farah, on va écouter 1000 secrets, 1000 dangers, et ça, c'est paru au Cartanier. Oui. Après cet extrait-là, je vais plus aller dans la comédie pour contrebalancer. Puis, parce que, dans le fond, c'est ça, les deux protagonistes, en fait, ont, pour des raisons, disons, de zonage, besoin de s'inventer une religion. Okay. Et donc, ça prend du temps là, avant à l'élaborer, parce que c'est pas quand même si simple. Là. Ils n'ont pas des milliers d'années pour faire ça. Là. Il y a un gros problème là, avec la municipalité. Et puis, en fait, un des protagonistes, Édouard, donc, a un flash à un moment donné, donc pendant le mariage de son cousin, et puis comprend en fait comment il va construire donc sa religion. Et puis sur la route, et puis toutes les idées le bousculent. Alors, Édouard s'engagea sur Côte-des-Neiges direction sud, mais il était ailleurs. Il réécrivait l'histoire, manipulait le temps, reconfigurait les causes et les effets, et d'énoncé en énoncé, il progressait vers une révélation qu'il sentait se former à une vitesse folle. Les voleurs n'avaient jamais été identifiés. C'était la condition première de leur récit fondateur, la pièce essentielle du puzzle mythologique qu'ils créeraient, Badreddin, Alain et lui. Aucune serrure n'avait été forcée. Quelqu'un avait ouvert aux voleurs, quelqu'un de l'oratoire. À moins que le vol n'ait jamais eu lieu, à moins qu'il n'y ait jamais eu de vol, voilà pourquoi l'oratoire aurait refusé de payer la rançon. Ou alors le cœur avait été perdu à jamais. Et celui qu'on avait retrouvé, c'était le cœur d'un autre. Mais de qui? On ne le savait pas. Ce pouvait être celui de n'importe qui, le cœur de la multitude. C'était le cœur inconnaissable, le cœur du mystère. Les fonctionnaires de la ville ne trouveraient rien à redire. Leur impuissance serait totale devant le caractère béatifique de leur récit fondateur, devant l'afflux incessant de pèlerins au presbytère condominium, des pèlerins impatients de recevoir à leur tour l'illumination, de la ressentir dans leur chair, de contempler le mystère de ce qui avait eu lieu, des jours bénis d'avant l'exérèse et des jours assombris de la grande épreuve, ces jours pendant lesquels la relique s'était évanouie, ces jours d'incertitude et de crise où l'on avait perdu le cœur au cœur de lui-même. À défaut d'avoir le cœur du frère André, on a le cœur d'Alain Farah. Et ça, on est très heureux. Merci beaucoup, merci. Alain. Merci Arlette Couture, Catherine Perrin, Alain Farah. C'était un plaisir. Merci, Claudia. C'est tout le temps qu'on a. On les aurait écoutés des heures. Merci aux 6 auteurs de la soirée, de votre présence, de votre générosité. Alors, c'est le temps de récompenser nos lecteurs qui sont encore très nombreux devant leurs écrans. Je vais faire donc tirer maintenant les 2 derniers bouquets des 6 livres de la soirée. Donc, c'est rare. D'habitude, on a des hommes et des femmes, mais ce soir, c'est une soirée très féminine. Alors, les 2 premières gagnantes pour le bouquet de livres, Mme Lucie Marcoux et Mme Louise Boileau. Alors, mesdames, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute. Il faut nous envoyer par message privé votre adresse postale pour que nous puissions vous faire parvenir vos bouquets de livres. Alors, maintenant, encore une fois, les 5 paires de billets pour le Salon du livre de Montréal. Je rappelle que ce sont des billets électroniques. Donc, vous devez nous envoyer votre courriel par message privé sur la page Facebook. Je nomme donc les 5 gagnantes. Madame Yvette Baudin, Jacinthe Richard, Christine Richard, Lucille Lapalme, Claire Lefebvre. Je répète, Yvette Baudin, Jacinthe Richard, Christine Richard, Lucille Lapalme, Claire Lefebvre. Alors, félicitations aux gagnants. Et roulement de tambour, le cadeau qui souligne le 40e rendez-vous avenue.ca, une carte cadeau de... Merci, vous êtes vraiment participatif, c'est parfait. Alors, la carte cadeau de 40 $ chez les libraires.ca que vous pouvez utiliser en librairie ou sur le site web partout au Québec. Donc, félicitations à Mme Angèle Ouellette qui se mérite la carte cadeau. Vous devrez nous envoyer votre adresse électronique ainsi de même que ceux qui ont gagné les billets pour le Salon du livre de Montréal, dans un message privé, votre adresse électronique. Il ne me reste qu'à remercier Lopez Productions pour la technique,
Nomade amoureux pour la régie à distance. Julie Chaumont, chef de pupitre sur avenue.ca, qui fait la régie. Encore une fois, aux auteurs, Claudia La Rochelle, la muse d'Avenue. Et surtout, un grand merci à vous tous d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine.